Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente 7 aliments indispensables pour cuisiner IGEBA au quotidien. Je vous propose de faire le tour de mes placards pour parler de tout ça ensemble. Pour accompagner la vidéo, j'ai préparé un résumé téléchargeable gratuitement. Le lien est dans la barre d'infos sous cette vidéo si vous êtes intéressé. Vous y retrouverez bien sûr les aliments que je vais vous présenter aujourd'hui, mais aussi une liste plus complète d'aliments IGEBA. J'ai également mis une liste de courses à cocher ou à compléter sous différents formats. Vous trouverez également un exemple de menu IGEBA pour vous donner des idées. Bref, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir tout ça en cliquant sur le lien. C'est parti pour la vidéo. Les premiers aliments qui sont indispensables dans vos placards pour cuisiner IGEBA, ce sont les fruits et les légumes. Le top, c'est les fruits et les légumes de saison, bien sûr. Dans un monde parfait, ils seraient tous bio et cultivés à côté de chez vous. Vous voyez ici que nous, on en achète qui parfois viennent d'un peu plus loin. Mais c'est comme ça, on essaye de faire au mieux. Même chose, on achète aussi des fruits et des légumes qui sont déjà tout prêts, comme par exemple les tomates pelées, des boîtes de ratatouille ou des sauces tomates déjà préparées, qui sont bien utiles, surtout les soirs où on est pressé. J'achète aussi des fruits et des légumes qui sont surgelés. J'essaye par contre de favoriser dans ce cas-là des légumes bio, bruts, très peu transformés, pour éviter de se retrouver avec du sucre ajouté ou des additifs dont on essaye de se passer, évidemment. Le deuxième ingrédient indispensable de mes placards, ce sont les farines. Quand on cuisine IGEBA, on essaye d'éviter absolument la farine de blé blanche vraiment raffinée qu'on trouve en supermarché, la T65 ou T55. Pour la remplacer, j'utilise un panel de farine. Alors c'est peut-être un peu excessif, vous n'avez peut-être pas besoin de tout ça pour commencer, mais je vous montre ce que j'ai et ce que j'utilise le plus au quotidien. La farine de petit épeautre est celle que j'utilise le plus. Je la trouve en vrac dans mon magasin bio. Même chose pour les farines de sarrasin et de blé T150. J'utilise aussi des farines un peu différentes comme celle de lupin qui a vraiment un indice glycémique plus faible. Celle d'orge mondée, vous noterez au passage le système de fermeture hyper sophistiqué, mais voilà, qui fonctionne bien. Celles-ci, je les trouve pas en vrac malheureusement, donc je les achète en sachet. Mais la farine d'orge mondée, je trouve que c'est vraiment une super alternative parce qu'elle n'a pas un goût qui est très fort et puis elle a tendance quand même à bien monter dans les gâteaux, donc je trouve que c'est intéressant. De la farine de pois chiche, je m'en sers par exemple dans les cakes salés, les falafels. On peut aussi s'en servir en pâtisserie, mais je trouve qu'elle a quand même un goût qui est plus fort. Et puis la farine de seigle, celle-ci je m'en sers principalement pour faire mon pain. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour savoir comment faire votre pain maison, je vous mets le lien au-dessus de la vidéo. Vous pouvez cliquer pour aller voir comment je fais mon pain maison rapidement. Troisième aliment indispensable de mes placards, ce sont les céréales et les légumineuses. Alors les légumineuses, c'est ce qu'on appelle aussi les légumes secs. Il y a des lentilles, des pois chiches, des pois rouges, des flageolets, etc. Tout ça, ça fait partie des légumineuses. Le problème des légumineuses, c'est que souvent elles ont un temps de trempage qui est long. Donc mon petit truc, c'est soit je les fais tremper le soir et pour les cuisiner le lendemain midi. Sinon, je les mets à tremper le matin en partant au travail et le soir en revenant, je peux les cuisiner. Les lentilles, ce sont mes favorites parce que justement, elles ont un temps de trempage qui est limité et puis elles apportent plein de bonnes choses, des protéines, du fer, donc c'est vraiment mes favorites pour cuisiner au quotidien. Les pois chiches, j'aime beaucoup, on adore à la maison le houmous notamment, mais aussi les falafels et puis plein de choses encore. Par contre, il y a un temps de cuisson qui est très long quand on achète comme ça en vrac. Donc soit j'achète en conserve déjà cuite ou alors je cuisine en gros et dans ce cas-là après je les congèle cuits. Et puis comme ça après j'ai plus qu'à ressortir un tout petit peu en avance les pois chiches congelés pour pouvoir les utiliser. Une autre céréale, alors c'est pas vraiment une céréale techniquement, c'est plus une graine, mais que j'aime beaucoup dans cette catégorie, c'est le quinoa. En plus maintenant ils en font en France, en Anjou plus particulièrement. Donc voilà, on achète en vrac, pareil dans notre magasin bio. Le riz, bien sûr, c'est aussi un autre incontournable dans cette catégorie d'aliments. Il faut par contre privilégier le riz basmati ou le riz sauvage. Ce sont les deux riz à privilégier pour avoir un indice glycémique bas. Autre petit substitut ou astuce, ce sont ces deux graines ici. Les graines de sarrasin que j'utilise pour faire du risotto à la place du riz. C'est délicieux, c'est facile, en 20 minutes c'est fait. Pareil pour l'orge mondée, c'est quelque chose que j'utilise depuis peu.
Alors, je vous ai présenté la farine tout à l'heure, mais voilà, en graines comme ça, on peut également s'en servir pour faire des préparations, pour remplacer le riz notamment. Les boîtes de conserve, voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que c'est aussi un incontournable de mes placards parce que ça gagne beaucoup de temps, surtout les soirs où on est pressé ou alors des soirs où j'ai moins anticipé. Ça permet de manger des légumineuses sans avoir pour autant prévu un temps de trempage important. Autre indispensable pour les repas pressés, ce sont les pâtes. On utilise ces pâtes qui sont faites à base de farine de lentilles corail. Alors en plus, elles cuisent en 4 minutes, donc vraiment, si on n'a pas le temps, là, c'est parfait. Et puis, elles sont très riches en protéines, donc elles ont bon sur toute la ligne. On achète aussi des spaghettis, par contre, je les achète complètes et on essaie de les faire cuire al dente pour éviter d'avoir un index glycémique qui est trop fort. Dans cette catégorie, je voulais rajouter 2 choses encore. Des flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, on s'en sert surtout en porridge, alors en évitant de les faire chauffer pour avoir un index glycémique le plus bas possible. Et puis aussi du son d'avoine. Alors là, le son d'avoine, je m'en sers de 2 façons, soit pour compléter les flocons d'avoine le matin, soit en remplacement de certaines farines. Alors attention parce que ça boit énormément l'humidité de la préparation, donc ça peut un peu transformer le résultat final. Mais vraiment, le son d'avoine, c'est pareil, c'est un produit qui a un index glycémique très bas, qui a aussi la propriété d'être rassasiant parce que ça gonfle dans l'estomac. Donc c'est un produit qui est très intéressant. Et puis un petit peu dans cette veine là des céréales du matin, je voulais vous montrer, on achète aussi ces sortes de crackers de la marque Vasa, les Vasa Fibres, qui ont un index glycémique intéressant. Ça peut permettre de remplacer les biscottes par exemple. 4e produit indispensable de mes placards, ce sont les protéines. Les protéines, elles viennent principalement de 2 types de sources, soit des produits de source animale comme les viandes, les poissons ou les œufs. Je vous encourage à les choisir bio, ils seront meilleurs pour votre santé. Tous ces produits ont un index glycémique bas, donc on peut en cuisiner sans souci quand on cherche à maintenir sa glycémie. Autre produit source de protéines, ce sont les produits végétaux. La salade, les carottes, les épinards, tous ces produits contiennent des protéines. Maintenant, si on recherche un concentré de protéines, on peut se tourner vers le soja et tous ses dérivés. Donc je voulais vous présenter le soja que moi j'achète en magasin bio. Alors c'est pas en vrac, c'est en sachet, mais c'est des graines de soja dépelliculées. Ça me permet de faire mon lait de soja maison et avec ce lait de soja maison, je fais mon tofu maison. J'utilise une machine, le Soyabella, mais je vous montrerai bientôt comment faire avec ou sans machine. C'est vraiment simple, vous verrez. Ce qu'on achète aussi comme dérivé du soja, ce sont des protéines de soja. Là aussi, c'est pas ce qu'on mange le plus au quotidien, mais c'est pratique par exemple quand on veut faire une bolognaise sans viande ou encore des lasagnes sans viande. Donc vraiment, je vous recommande. Alors elles existent en gros morceaux, petits morceaux, plein de formats différents. On utilise aussi pas mal de yaourts de soja à la maison. Dans un régime à faible index glycémique, il faut éviter les produits laitiers parce qu'ils ont tendance à faire monter justement la glycémie. Donc pour les éviter, on utilise plutôt à la maison des yaourts de soja ou d'autres yaourts de lait végétaux ou pas de yaourts du tout d'ailleurs. Une autre source de protéines végétales, c'est tous les produits qui sont faits à partir de gluten de blé par exemple comme le sétan. Alors j'en ai pas ici parce que c'est vrai qu'on n'en utilise pas beaucoup non plus, mais pour tous ceux qui digèrent facilement le gluten, le sétan c'est vraiment une source de protéines concentrées qui est très intéressante. 5e aliment indispensable dans la cuisine IGEBA, ce sont les bons gras. Les bons gras, on en trouve dans certains produits comme les avocats ou encore les œufs. Sinon, je les utilise surtout sous forme d'huile. Donc dans ma cuisine au quotidien, j'utilise principalement l'huile d'olive, un peu l'huile de colza aussi. C'est une huile qui est intéressante, l'huile de colza, parce qu'elle apporte beaucoup d'oméga 3. Et puis l'huile d'olive, elle peut se chauffer, donc c'est intéressant. Une huile qui se chauffe également très bien et que j'utilise aussi beaucoup en pâtisserie, c'est l'huile vierge de coco. Donc voilà, ça c'est vraiment les 3 huiles que j'utilise le plus au quotidien. Autre source de bons gras que j'aime beaucoup, ce sont tout ce qui est graines et noix. Toutes les graines et toutes les noix ont un index glycémique qui est plutôt raisonnable. Celles qu'on utilise le plus souvent à la maison, ce sont les graines de tournesol, les graines de lin broyées, les graines de sésame, les graines de courge et les graines de chia. Ces 3 là, graines de tournesol, de sésame et de courge, elles sont bonnes. Alors comme ça, c'est pas foufou, hein, mais par contre, si on les fait un peu griller à la poêle, il y a une petite saveur de noisette qui vient et qui est vraiment succulente en topping sur les salades ou par exemple au-dessus d'un cake salé
en topping, c'est vraiment délicieux. Les graines de chia, je les utilise davantage en porridge que je fais tremper toute la nuit. Donc j'en mets 2 cuillères à soupe ou 1 cuillère à soupe et puis dans un peu d'eau. Et toute la nuit, elles vont gonfler. Comme ça, le lendemain matin, ça a un peu cette substance gluante. Ouais, ça donne pas très envie, mais un petit peu plus consistante. Dans les noix, on achète surtout des amandes, des noisettes, mais elles sont de plus en plus chères, des noix de Grenoble, des noix de cajou. Mais voilà, on essaye d'en manger avec modération parce que ça coûte vraiment cher. Dans la même lignée que les noix, un autre incontournable chez nous, c'est la purée de cacahuètes. Alors je dis bien purée et pas beurre. Le beurre de cacahuète, parfois qu'on peut trouver en supermarché, il va être donc c'est de la purée de cacahuète à laquelle on a additionné du sucre ou des additifs. Ici, c'est une purée de cacahuètes, donc c'est vraiment 100% cacahuètes broyées jusqu'à temps d'en obtenir une sorte de pâte grasse qu'on peut étaler sur des tartines ou alors mettre dans des gâteaux pour avoir une petite saveur de cacahuètes. C'est super bon. Dans cette catégorie des bons gras, je voulais aussi vous présenter le lait de coco et puis la crème de soja. Donc j'évite la crème de riz parce qu'elle a un index glycémique qui est fort. La crème de lait de vache, je vous l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux éviter parce que là aussi ça a tendance à faire grimper l'index glycémique. Donc je privilégie davantage à la maison la crème de soja. 6e type d'aliment indispensable, c'est tout ce qui concerne les épices et les assaisonnements. Alors dans les épices, je voulais vous présenter quelques petits coups de cœur. Le paprika fumé qui donne un petit goût de fumée au plat qui est vraiment agréable. Le curcuma qui permet d'apporter cette petite couleur orangée jaune dans les plats, notamment dans le tofu brouillé, c'est vraiment très agréable. L'ail en semoule ou en poudre, là aussi je trouve que c'est pratique et puis ça relève tout de suite un plat. Les herbes de Provence, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah, la cannelle, c'est vraiment un incontournable. En plus, elle a un pouvoir hypoglycémien, donc elle a tendance à faire baisser la glycémie. Donc voilà, c'est parfait, que demande le peuple. Sel, poivre, voilà, le reste c'est pas très original, donc je passe assez rapidement sur les épices. J'imagine que vous aussi vous en avez pas mal à la maison. Autre produit dont je voulais vous parler, ce sont les bouillons cubes. Donc là aussi j'en mets dans les légumes, dans les soupes, mais aussi dans la cuisson de certaines céréales ou dans le riz par exemple. Ça donne tout de suite une petite saveur intéressante à un plat. Ça donne tout de suite une saveur intéressante à un plat qui était peut-être plutôt fade à la base. Dans la série assaisonnement, je voulais vous montrer les vinaigres qui sont là aussi intéressants parce qu'ils font baisser l'index glycémique des plats. Donc vinaigre de cidre, balsamique ou de vin, là je n'ai pas sorti mais voilà, tous les vinaigres ont les mêmes propriétés. La sauce soja qui elle aussi apporte tout de suite une saveur particulière au plat. Le citron, lui aussi qui est très intéressant pour faire baisser l'index glycémique d'un plat. Je l'utilise, alors j'ai sorti à côté le bicarbonate alimentaire parce qu'en fait je les utilise tous les deux en remplacement de la levure chimique, ça fonctionne très bien. Et puis le bicarbonate, je m'en sers aussi lorsque je fais cuire des légumineuses. J'en mets une cuillère à soupe dans l'eau de cuisson et ça permet de mieux les digérer. Dernier produit que je voulais vous montrer, c'est de la levure maltée. Pour vous donner une idée, mon fils appelle ça de la poudre de chaussette. En fait, c'est donc une levure, donc c'est un goût fromager. Donc ça peut permettre de remplacer, pour ceux qui seraient véganes, le fromage râpé sur des gratins ou dans des préparations. Et puis en plus, c'est très bon pour notre digestion et nos intestins. Donc c'est très intéressant cette levure maltée, à découvrir en tout cas. Je la trouve en vrac en magasin bio, mais je sais qu'on peut aussi la trouver en magasin traditionnel. Souvent, c'est dans des boîtes cartonnées au rayon diététique où on peut en trouver également. Les 7e aliments que je voulais vous présenter, ce sont les sucres et les sucreries parce que j'arrive pas encore à m'en passer. Je suis une grande gourmande, donc c'est difficile pour moi de ne pas manger sucré. J'utilise principalement 2 sucres, le sucre de coco et le xylitol. Le xylitol, c'est du sucre de bouleau. C'est un sucre qui est très intéressant parce qu'il n'a pas d'arrière-goût dans les préparations. Et puis quand on le cuit, son pouvoir sucrant augmente de 30%. Donc il faut baisser de 30% la quantité de sucre lorsqu'on sait qu'on va cuire le gâteau et si on a mis à la base du xylitol. Par contre, gros inconvénient de ce sucre, il est très cher et on ne peut pas se le procurer partout. C'est pourquoi je l'utilise, mais c'est pas celui que j'utilise le plus fréquemment. L'autre sucre que j'utilise le plus fréquemment, c'est le sucre de coco que je peux trouver en vrac dans mon magasin bio et qui est beaucoup plus intéressant au niveau tarif que quand on l'achète en sachet. Il reste quand même cher, donc on l'utilise, mais avec parcimonie si possible.
Si j'ai besoin d'ailleurs de sucrer d'autres préparations comme des gâteaux, j'essaye parfois de passer par de la compote de pommes ou des bananes écrasées qui apportent du sucre et permettent de baisser le grammage de sucre à ajouter. Donc voilà. Le sucre de coco, l'avantage c'est qu'on peut le cuire ou on peut le manger comme ça sur un yaourt ou ajouter à une préparation qui n'a pas besoin d'être cuite, donc c'est très intéressant. Au niveau chocolat, la règle à suivre, c'est toujours de prendre du chocolat qui a au moins 70% de cacao. Donc même dans les pépites de chocolat maintenant on en trouve, soit les pépites de chocolat je les achète toutes faites, sinon j'achète des blocs de chocolat que je coupe en gros chunks, en gros morceaux, voilà, ça fait des pépites très gourmandes. Et puis en dégustation, moi je préfère le chocolat 85%, mais là c'est vraiment une préférence de goût personnel pour accompagner par exemple le thé ou le café au goûter. Et puis par contre dans tout ce qui est gâteau, préparation pâtissière, j'utilise du chocolat 70% parce qu'il est moins amer et plus sucré. Donc c'est pour ça que j'utilise principalement ce chocolat-là dans les préparations sucrées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur les aliments basiques dans la cuisine IGEBA. Si vous aussi vous avez des produits favoris, chouchous, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je les lirai avec intérêt et plaisir. Et puis comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça soutient mon travail et puis ça me fait très plaisir. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne et en attendant, portez-vous bien.